Mesdames et messieurs, c'est en même temps, je veux dire, une fierté, un honneur pour moi de m'exprimer ici devant ces étudiants à l'occasion de ce gala, ce premier gala, qui est le premier, j'espère bien qu'il y en aura beaucoup d'autres, hein, et qui témoigne, à mon avis, d'une certaine reprise de cette vie étudiante que nous avons connue naguère. J'ai été moi-même étudiant à cette faculté, j'y ai commencé mes études, et je dois dire qu'à l'époque, nous n'avions pas toutes les structures, nous n'avons pas tout le cursus. J'ai dû poursuivre mes études à Paris, mais je dois aussi noter la forte implication qui était la nôtre en tant que jeunes au moment de ces études, et nous avons largement contribué effectivement à faire de l'université ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, en me demandant de retracer l'histoire de l'université, c'est un pari, un risque assez complexe. Je vais m'y essayer en m'attachant principalement, bien évidemment, à la faculté de droit et sciences économiques, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. En effet, l'histoire de cette institution universitaire est une lutte farouche pour la reconnaissance dans son développement et dans son insertion dans le milieu antillais-guyanais. C'est pourquoi l'intérêt de cette manifestation n'est pas à démontrer. En effet, au moment où un vaste débat traverse l'Université des Antilles de la Guyane, ce gars-là me paraît tout à fait opportun pour rechercher dans l'histoire quelques clés de compréhension du présent. En effet, il est difficile de vouloir se projeter dans l'avenir sans avoir les éléments, la source qui permet de comprendre ce présent. En effet, l'université et ses composantes ne sont pas des créations ex nihilo. Elles sont le fruit d'une histoire et la résultante de rapports de force dans un contexte fortement marqué par les transformations économiques, sociales, politiques et culturelles de la Guadeloupe et plus généralement des Antilles. Il est dommage d'ailleurs que cette histoire ne soit pas connue et qu'elle ne soit pas toujours versée au débat. La place actuelle de la faculté de droit et sciences économiques, il faut le dire, est décisive. Et cette place, aujourd'hui quantitativement importante, l'a été aussi à l'origine, et on peut considérer la faculté de droit comme la matrice à partir de laquelle l'enseignement supérieur s'est développé dans notre région. Tout commence le 20 janvier 1883 par un décret qui institue l'école de droit en Martinique. Ne voulant pas rester en marge, les professionnels du droit font pression sur le gouverneur et le conseil général pour que soient organisés des cours dans la colonie de Guadeloupe. Ce sera chose faite, et notamment, j'ai ce nom en mémoire, Maître Pierre Mathieu, qui fut avocat, qui fut maire de Bémao et qui fut aussi surtout le premier président de l'établissement public régional de Guadeloupe, et personnalité politique de premier plan, qui aura suivi les cours de cette école de droit dispensée à Basse-Terre à l'époque, ensuite après un parcours qu'il effectua en Martinique et à la faculté de droit de Paris. Lorsqu'est votée la loi du 19 mars 1946 qui érige la Guadeloupe en département français, les embryons de l'enseignement universitaire, de l'enseignement supérieur sont bel et bien présents. D'un point de vue social et culturel, il faut bien comprendre que la Guadeloupe et la Martinique sont traversées à cette époque par une soif insatiable de connaissances et d'ascension sociale. Ces deux éléments vont permettre de comprendre quelle place va jouer les études de droit. L'accès au savoir est le cœur des préoccupations d'une élite de couleur qui émarge de la nuit coloniale. Des noms comme Hégésippe Légitimus, Achille René Braneuf, Gratien Clandas, Lénis Blanche symbolisent cette évolution de la société, cette prise de responsabilité par le savoir et la connaissance. L'institution universitaire est donc au cœur de cette émulation,
son émergence est dialectiquement liée à la constitution d'une élite noire intellectuelle. D'abord, comment expliquer cette lente émergence de l'enseignement supérieur aux Antilles? J'en ai parlé tout à l'heure, le décret de janvier 1883 crée l'école de droit et la formation est assurée à l'époque par des professionnels des professions juridiques, des avocats, des magistrats, des avoués et des huissiers. Ils sont essentiellement donc recrutés par leur expérience, pour leur expérience, et donc permettent à un certain nombre d'enseignants, d'étudiants, de jeunes, de passer la première partie des diplômes. Il faut savoir que tous ceux qui voulaient accéder à des diplômes plus importants se devaient de partir soit à Bordeaux, soit à Paris. On compte environ 150 étudiants en Martinique avant la Seconde Guerre mondiale et une vingtaine en Guadeloupe. La capacité en droit tenant une place particulièrement importante à cette période, puisqu'elle permettait à des élèves, des jeunes qui n'avaient pas obtenu le baccalauréat, de pouvoir se lancer dans un certain nombre d'études et surtout d'accéder à des fonctions chez les avoués, chez les notaires, dans les cabinets d'avocats, ainsi de suite. Les choses vont s'accélérer après la départementalisation et un décret du 27 juin 1947 va rattacher l'école de droit de la Martinique à l'université de Bordeaux. Jusqu'alors, si vous voulez, c'était une école relativement libre et à partir de 1947, elle devient, à l'instar de ce qui s'est passé à Pau, d'ailleurs, c'est sur le même modèle que l'expérience de Pau, eh bien, on va créer cette école de droit en Guadeloupe rattachée à l'université et dorénavant, les diplômes qui seront décernés le seront sous le sceau de l'université, bien évidemment, de Bordeaux. Alors, pour parallèle, il est intéressant d'observer qu'une année après, en 1948, est créé, en Jamaïque, l'embryon de ce qui sera l'université des West Indies. En effet, c'est une institution qui est encore exactement sur le même modèle, rattachée à l'université de Londres, qui va dispenser un certain nombre de cours et qui sera transformée en 1953 en université de plein exercice, avec les 3 campus que nous connaissons à Barbade, à Trinidad et à Jamaïque. Donc on voit qu'il y a une espèce de parallélisme qui s'effectue à cette période et c'est une forme de consécration. Il faut rappeler qu'à l'époque, l'académie de rattachement de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, c'est l'académie de Bordeaux. Il n'y a pas encore d'académie, si vous voulez, des Antilles et de la Guyane. Donc c'est tout naturellement que l'université elle-même se trouve rattachée à l'université de Bordeaux. Et donc, à partir de ce moment, la préparation de la licence sous la couverture pédagogique de cette institution peut se réaliser. En 1958, il y a l'ouverture officielle du Centre d'études et d'examen de Guadeloupe. C'est-à-dire que, bon, l'existence était un peu informelle du Centre de Guadeloupe et elle deviendra, cette existence formalisée, à partir de 1958. Ce qui alors était juste une institution de fait va dorénavant devenir une institution reconnue. À cet égard, il faut indiquer que le Conseil général va jouer un rôle particulier. Il va mettre à disposition des bâtiments qui seront à la rue Victor Hugues, juste derrière le tribunal, et lesquels vont abriter jusqu'à 1979 les études de droit et de sciences économiques. Et à Basse-Terre, aussi dans le même temps, va être ouvert un cours de capacité en droit. Alors, il me paraît important de parler des hommes qui, à cette période, vont contribuer largement à l'implantation de l'université. Et le premier d'entre eux, c'est Henri Vizioz. Henri Vizioz, qui était professeur à l'université de Bordeaux et qui, après le décret de 1947, est envoyé en Martinique et en Guadeloupe pour assurer l'implantation. Et l'histoire d'Henri Vizioz est assez singulière, de la mesure où, après son séjour en Guadeloupe et en Martinique, en 1948, il prend l'avion pour retourner à Bordeaux.
le fameux Latécoère 631, qui n'arrivera jamais à Bordeaux, ainsi périt Henri Visiose. Et du coup, l'école de droit va prendre le nom d'Institut Visiose, l'Institut Henri Visiose, qui aura donc son siège en Martinique et son annexe en Guadeloupe. Donc c'est le premier personnage central de la construction de cette université. Le deuxième personnage central de la construction de la fac de droit, c'est un curé, le père Perret. Le père Perret, qui est de Bordeaux lui aussi, qui a un office en Guadeloupe, seulement a cet avantage, c'est qu'il a passé un doctorat de droit, et en particulier en histoire du droit. Et le père Perret, une fois arrivé, va s'intéresser au développement des études et ainsi assurer un certain nombre de cours. D'autres personnages vont aussi émerger à cette époque. Jean Godard, fils de magistrat qui va faire ses études à Bordeaux. Henri Descamps de Bois-Gelogne, qui est issu d'une famille de propriétaires terriens de Capesterre et qui, lui, va passer donc ses diplômes à la faculté de Paris, ensuite à Bordeaux. Et bien évidemment, toutes ces personnes vont être à la base de la construction. C'est donc cet embryon, cet élément que je connais personnellement lorsque j'entame mes études. On en est là. On en est là et on va passer, c'est le deuxième temps, à ce que j'ai appelé le temps des combats. Les années 65-66 voient un afflux d'étudiants guadeloupéens qui sont ce que j'appelle la génération de la départementalisation. Pour la première fois, en première année, il y a plus de 80 étudiants inscrits. C'est considérable pour l'époque. 80 étudiants inscrits et les locaux sont trop petits. On doit donc entamer un certain nombre de travaux pour les rendre accessibles. Et on voit aussi, et deuxième élément important, monsieur le doyen, eh bien, installer l'économie. Parce que jusqu'alors, la formation n'était que juridique. Et on installe en même temps, si vous voulez, l'économie. Et donc, avec notamment, qui faisait son service militaire, M. Télème Gédéon, qui à l'époque dispensait des cours d'économie, Alain Buffon qui retournait, ben, on met en place les cours d'économie. Et c'est ainsi donc que progressivement, on assiste à cette montée en puissance. Deux événements vont marquer fortement l'institution. Premier événement, ce sont les émeutes de mai 1967 qui, vous le savez, vont avoir un impact extrêmement fort sur la jeunesse notamment, puisque des étudiants sont arrêtés. Des étudiants sont emprisonnés à l'occasion de ces événements, et en particulier, l'un d'entre eux qui jouerait un rôle d'animateur extrêmement important, qui est décédé récemment, il s'agit de Jean-Claude Courbet. Cet événement va marquer une forme de prise de conscience des étudiants du rôle qu'ils ont à jouer dans la société. Et dès lors, il y a une véritable, on peut dire, un véritable chevillage entre la faculté, on va l'appeler la faculté, l'Institut Visiose, c'est comme ça qu'on l'appelait, et le mouvement social guadeloupéen. Le deuxième événement, ce sont bien évidemment les événements de mai 1968 en France. Alors l'écho n'est pas le même, puisque, si vous voulez, on n'est pas à l'heure d'Internet comme aujourd'hui, où on était informé le jour des événements. Il n'empêche que les échos parviennent et progressivement, la mobilisation se fait. Et à partir de là, les étudiants, les enseignants décident de saisir l'opportunité pour affirmer davantage l'université. Et c'est à cette occasion donc que la revendication pour la construction d'une université des Antilles et de la Guyane est formulée de façon très claire et très nette. Je me souviens encore de ces délégations que nous avons eues avec des représentants du gouvernement faisant le tour des conseils généraux de Guadeloupe, de Martinique, pour mettre tout le monde d'accord. En effet, à ce moment, il faut dire que nous avons le soutien du Conseil général de la Guadeloupe, mais aussi de la ville de Pointe-à-Pitre, qui décide d'investir fortement dans cette université. La loi du 12 novembre 1968, qui va rénover l'université,
va créer les fameuses unités d'enseignement et de recherche qu'on appelait à l'époque les UER. Et pour les Antilles Guyane, 3 UER. 3 UER, sciences, droit et lettres. Alors, ça reste assez ambigu, parce que pour le droit, on se dit, mais attention, où est localisé ce droit? Dans un premier temps, on affirme que c'est la Martinique, il ne va pas y avoir la Guadeloupe, que de toute façon la Guadeloupe va devoir rejoindre la Martinique. Et à partir de là, il y a effectivement une véritable montée en puissance de la mobilisation, d'abord des étudiants, du personnel enseignant, mais aussi des syndicats d'enseignants du primaire, du secondaire, de toute, si vous voulez, la société civile guadeloupéenne, et qui amène à faire un retour en arrière. Et là, un certain nombre d'enseignants, que je dois citer, vont jouer un rôle extrêmement important. Monsieur Larnac, en économie, qui va être, si vous voulez, un des personnages clés. Éric Lepointe, dans le droit. Et François Lebris, qui est aussi juriste, François Ronglis, tous ces gens-là vont contribuer effectivement à donner une certaine assise à l'université. Des étudiants aussi qui vont jouer un rôle important. Jean-Claude Courbin, je l'ai cité. Daniel Démocrite, Jean-Pierre Deshaies, le père de celui qui chantait il y a quelques instants, France Calvert, Joseph Hazard, autant d'étudiants qui seront, si vous voulez, les porte-drapeaux de cette université. Et la création du centre universitaire des Antilles et de la Guyane le 31 juillet 1970 va aplanir les doutes, puisque pour la première fois, les 4 UER sont reconnus et par conséquent, l'UER de droit Guadeloupe est définitivement consacré par cette décision, ce décret du 31 juillet 1970. Voilà donc cette ce nouveau démarrage, ce nouveau départ, et aussi avec une nouvelle génération d'enseignants. Et on les a cités tout à l'heure: Roland Tesoros, Éric Edenval, Guy Longa, Éric Nabajot, qui donnent à l'université une nouvelle mission. Cette nouvelle mission tourne autour de 2 idées importantes. La première, c'est de construire la réflexion, bâtir une réflexion pour que puisse sortir des rangs de l'université effectivement une véritable pensée dans les domaines scientifiques, dans les domaines juridiques, économiques, etc. de Guadeloupe. Et la deuxième mission, c'est de placer l'université dans la logique de la formation et de la transformation. C'est l'idée qu'on retenait à l'époque, formation et transformation. Voilà cette université qui, le jour, et cependant, il y a un grain de sable. Parce que si l'UFR de droit est enfin finalement reconnu officiellement, dans le plan d'aménagement qui avait été prévu pour les locaux, à l'époque, elle n'était pas prévue. L'UFR de sciences est construite, l'UFR de droit en Martinique est construite, la faculté de lettres est construite, et pas l'UFR de sciences juridiques et de la Guadeloupe. Et le ministère, c'est bien comment ça fonctionne, nous dit, c'était pas prévu, bon, ça arrive maintenant, il faut vous arranger. Et là, il a fallu se mobiliser fortement. J'étais de l'autre côté de la barrière, avec les étudiants en première ligne, et parmi ces étudiants, figurez-vous, des personnages aujourd'hui. L'actuel ministre de l'Outre-mer était dans la rue réclamant des locaux. L'ex-député, M. Marseille, était dans la rue réclamant des locaux. Ils étaient étudiants à l'époque, ils n'étaient pas encore ministres, rassurez-vous. Bon. Et avec cette forte mobilisation, on a réussi à obtenir un accord où la ville de Pointe-à-Pitre s'est engagée, le Conseil général s'est engagé et l'État a couvert pour que soient installés les locaux que vous connaissez aujourd'hui de la faculté de droit et de sciences économiques. Donc voilà globalement cet essor qui va déboucher sur 3 idées qui me paraissent importantes. D'abord, la qualité de l'enseignement. À l'époque, l'université a gagné effectivement ce bataille, ce challenge de la qualité. Ce challenge est gagné par la qualité de l'enseignement, par le brassage des idées.
À la faculté de droit, c'est un brassage d'idées avec les étudiants, des enseignants, avec même aussi des apports extérieurs. Il y a un brassage des idées et une promotion de la culture et de la recherche. Alors, je terminerai par, aujourd'hui, avec, après ce parcours, ce que l'on peut considérer comme l'impact de l'université sur la Guadeloupe et en particulier de la faculté de droit et de sciences économiques. D'abord, il est indéniable, et on va le prouver tout au long de cette soirée, cette institution a permis de fournir un cadre quasiment toutes les institutions de Guadeloupe. Au niveau judiciaire, avocats, huissiers, notaires, ils sont pratiquement tous passés par ou l'Institut Viziosa à l'époque, ou l'UFR ou la faculté de droit. Dans les collectivités locales, au moment où je vous parle, le DGS de la région, le DGS du département ont fait leurs études à la fac de droit, ou dans la quasi-totalité des mairies, les directeurs généraux des services sont issus de cette fac de droit. Donc elle a été le lieu où effectivement ont émergé ces cadres qui aujourd'hui participent à la gestion de notre vie. Troisième élément important, c'est la réflexion sur les questions de développement économique, sur les questions beaucoup plus fondamentales, sociétales, sur les questions statutaires, ont été posées dans le cadre de l'université. D'une manière générale, on peut considérer que l'université et la faculté de droit ont contribué à la démocratisation du savoir, de l'accès au savoir. Le nombre d'étudiants a connu une croissance, bien qu'elle soit tarie à un moment donné. Au point que, bon, une analyse sociologique révèle que nombreux de ces étudiants sont issus au départ de milieux relativement modestes et ensuite on voit un brassage qui s'effectue. Il y a par conséquent un véritable rôle de catalyseur social qui est joué par l'université. Et enfin, dernier point, l'université va contribuer et être peut-être le point de départ des problématiques d'insertion dans l'espace Caraïbe. Les premières études sont faites à l'université. Je me souviens encore de la présence de Jean Crouzol, qui a été doyen et qui a en même temps enseigné à Trinidad et qui nous amène effectivement cette expérience de la Caraïbe. L'intérêt pour la région, pour la géopolitique régionale, pour les problématiques d'insertion et de coopération. Alors, bien évidemment, quelques interrogations aujourd'hui. Des interrogations qui demeurent sur l'image de l'université. L'intégration de l'université dans la vie et dans les débats. La part de l'université dans l'intégration régionale. En fait, la seule question qui vaille aujourd'hui est celle de l'excellence. L'excellence, c'est la capacité d'anticipation sur les grandes questions. L'excellence, c'est la réactivité. L'excellence, c'est la capacité à promouvoir l'émulation. Je vous remercie.